Bonjour à tous, je suis extrêmement honoré d'être ici. Honoré d'être ici pour partager les bonnes pratiques avec vous, les bonnes pratiques adoptées par les professionnels réunis au sein de l'ARP. Alors effectivement, ce qui est drôle, c'est qu'il y a exactement 2 ans, jour pour jour, ces professionnels adoptaient donc ces bonnes pratiques de transparence et de loyauté. Alors pour la petite histoire, ce qui s'est passé, ce qui nous a fait un peu accélérer l'adoption de cette règle, c'est un patron d'une grande agence qui est venu nous voir en disant « Voilà, j'ai un souci, je fais l'objet d'un contrôle de la DGCCRF, la répression des fraudes. » Ça fait peur. Hein. Ça fait peur, d'autant plus que ce sont les bonnes, on est sur les pratiques déloyales en fait, qui sont sanctionnées par le droit pénal. C'est jusqu'à 300 000 € d'amende, amende qui peut être portée jusqu'à la moitié des investissements publicitaires qui ont servi à la commission de l'infraction. Il me dit, mais en même temps, très bien, moi il y a une opération sur Twitter, il y a eu des influenceurs qui ont relayé mon opération, et on me reproche de ne pas avoir mis le hashtag sponsorisé. Mais en même temps, je n'ai jamais rien exigé de ces influenceurs. Et là, très vite, il me dit, en fait, on est dans les RP, et si on se met à exiger effectivement la mention sponsorisée en partenariat public communiqué pour la presse, pour les RP, pour des pratiques qui sont aussi vieilles que la presse, eh bien, on va tuer les RP. Et c'est là la force en fait des bonnes pratiques des professionnels, c'est que très vite, on a saisi l'opportunité, les professionnels ont saisi l'opportunité de clarifier les conditions dans lesquelles on entrait dans la collaboration commerciale. Cette règle, elle est simple, elle est pleine de bon sens. C'est dès lors qu'il y a des engagements réciproques qui sont pris de part et d'autre, côté influenceur, de produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit. Alors c'est un paiement, mais pas seulement en fait. Ça peut être un bien, ça peut être une invitation à un événement quand il y a aussi une invitation. Absolument. Et effectivement, souvent on pense que c'est seulement le paiement, mais c'est tout type de contrepartie. Eh bien là, on est dans la collaboration commerciale, et là, on doit la dévoiler de manière explicite et instantanée. Explicite, il faut que ce soit clair pour tous. Alors nous, on considéra que les hashtags ad, les hashtags SP, les hashtags product review, c'est pas clair. On va privilégier des termes. Pourquoi c'est pas clair ? Parce que finalement, on est en France et que le hashtag ad, pour nous qui sommes dans la com, ça nous parle, mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, le hashtag ad ne veut rien dire. Donc on privilégiera des termes de type en partenariat avec, bien sûr pas forcément publicité, avec le soutien de, sponsorisé par et tout ça. Et de manière instantanée, il faut que ce soit d'emblée apparent comme étant sponsorisé. Donc on évite de noyer dans un nuage de hashtags, de mots dièses en français, le hashtag sponsorisé. Alors cette règle-là, adoptée il y a 2 ans, on en a fait la pédagogie, on a pris notre bâton, on est allé prêcher la bonne parole auprès de nos adhérents, on a à peu près 700 adhérents, des annonceurs, des agences, des médias, ça nous a été rappelé par Étienne, et on a fait à peu près 54-55 ateliers l'an dernier, on a vu plus d'1 millier de personnes, et d'ailleurs je salue le travail des juristes ici qui ont prêché cette bonne parole pour former les professionnels. Mais former sans mesurer, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc on a lancé en parallèle un observatoire pour voir quel était le niveau de conformité. Et donc on va vous dévoiler le chiffre de ce niveau de conformité. Suspense. Vous avez dit qu'il faut repartir avec un chiffre. Alors, 55% des contenus présentés, enfin des campagnes pour lesquelles on analysait en fait sont sponsorisés, sont présentés comme tels. C'est bien, c'est mieux que ce qu'il y a quelques années. On avait mené un monitoring en interne, on n'a pas publié les chiffres, on était autour de 35%. Alors cet observatoire, on a analysé plus de 500 campagnes qui nous ont été... Alors ce qui est très bien en fait, c'est que les agences en fait, qui sont adhérentes à l'ARP ont joué le jeu de la transparence, elles ont accepté de nous donner accès à leur campagne. On a analysé, on a essayé de reproduire un peu toutes les pratiques qui étaient représentatives du marché. On a analysé tout type d'influenceurs, du top tail à la micro-influence, tout type de secteur, tout type de plateforme, Instagram surtout, mais aussi YouTube. On est même allé jusqu'à TikTok, qui s'adresse à un public particulièrement jeune, et Snapchat, tout ça. Et donc du coup, on est à 55%. Voilà, mais c'est pas la seule règle en fait. Il y a aussi d'autres règles à avoir en tête que sont la loyauté. Donc là, j'attire aussi l'attention des influenceurs ici. Il y a des secteurs qui sont parfois réglementés, parfois interdits, et certains acteurs peuvent être tentés d'activer du marketing d'influence pour justement bypasser un peu les interdictions qui leur sont opposées par des médias dits traditionnels. Je pense à des secteurs comme les produits financiers à risque, les jeux d'argent, la médecine. On a tous en tête la vidéo de Nabila sur le Bitcoin. Absolument, tout à fait. Et donc du coup, sont des pratiques aussi qu'on a pu analyser. Et cet observatoire ne valait pas grand-chose si on ne considérait pas les influenceurs comme une partie prenante à part entière du marketing d'influence et s'adresser à eux comme de vrais professionnels. Et donc, on a souhaité qu'eux-mêmes en fait, s'emparent des bonnes pratiques et les diffusent auprès de leurs pairs. Et c'est là où on a fait appel à Reach pour justement saisir cette opportunité
de diffuser les bonnes pratiques auprès des influenceurs. Je vais te laisser présenter. Exactement. En fait, quand on a rencontré la RPP, on était très content de cette idée du baromètre puisqu'il fallait mesurer. Et puis nous, on doit être à je crois qu'on a fait à peu près 20 000 partenariats jusqu'alors et on voyait évoluer quand même sur le terrain. On voyait qu'il y avait une évolution qui était positive. On a nous aussi, on avait fait quelques mois avant une étude auprès des influenceurs, je vous en ai parlé en introduction, où on les interrogeait sur le respect, sur leur vision du respect de la déontologie publicitaire. Et il y a un chiffre qui est ressorti, c'est 95% des influenceurs déclarent bien prévenir leur communauté. Alors j'insiste sur le terme déclarer, parce que c'est là où on voit la différence. En fait, on a quasiment la totalité des influenceurs qui pensent déclarer leur partenariat. Et puis d'un autre côté, on voit l'observatoire, et il y a le chiffre qui ressort, il y a 55% des contenus qui sont conformes. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pourquoi ? Parce que quand on a l'ensemble des influenceurs qui pensent déclarer, ça veut dire qu'on a la bonne volonté. Quand on a 55% qui, selon la RPP, des contenus qui sont conformes aux bonnes pratiques, c'est qu'on a surtout la méconnaissance. Donc on a les deux éléments de la recette qui sont parfaits, c'est bonne volonté et méconnaissance. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait communiquer ces bonnes pratiques aux influenceurs. Elles ont été beaucoup communiquées par la RPP aux marques, aux annonceurs, aux agences. Et maintenant, il fallait passer à l'étape d'après. Alors quoi de mieux que pour communiquer des bonnes pratiques aux influenceurs, quoi de mieux que faire une campagne d'influence marketing. Donc c'est l'idée qu'on a eue à laquelle la RPP a tout de suite adhéré. On avait deux insights pour créer cette campagne avec nos équipes. Le premier, c'est l'utilisation d'Instagram. On avait, par cette même étude, 67% des partenariats qui étaient demandés par les marques étaient demandés sur Instagram. Donc on avait vraiment l'idée de faire plutôt cette campagne sur Instagram, ça c'était la première chose. Et le second insight, c'était d'utiliser l'humour, parce qu'on voyait de plus en plus de contenus, des vidéos aussi sur YouTube, qui dénonçaient l'utilisation des mauvaises pratiques, parce que les influenceurs, ils le voient, hein, les influenceurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui remarquent ces mauvaises pratiques et qui les dénoncent. Il y a beaucoup d'influenceurs qui les dénoncent et qui les dénoncent souvent sur le ton de l'humour ou de la parodie. Et c'est des vidéos qui ont fait énormément de vues. Et donc, on avait vraiment ces deux insights pour créer la campagne. On avait aussi deux inspirations. On avait la campagne en tête de Louise Delage, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date de 2016, je vous invite vraiment à le taper sur vos téléphones portables. C'est une campagne qui date de 2016, donc vraiment le début en France de l'influence marketing. C'est une campagne qui est faite par une association, Addicted, et qui crée un faux profil d'influenceur avec un reveal qui est fait 3-4 semaines après la création du profil, et on voit des photos qui sont publiées, on voit une consommation excessive d'alcool au fur et à mesure des contenus, et en fait, on découvre que le reveal, c'est qu'on peut avoir des amis qui deviennent accros, qui peuvent développer une addictologie, et donc on a ce reveal qui est fait au bout d'un moment. Donc ça a été une de nos inspirations. La seconde, c'est une vidéo de Eglandine. Donc Eglandine, c'est le second compte de Natou. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo. Elle a fait un super partenariat avec Merci Andy, qu'on aura l'occasion d'entendre aussi sur scène. Et donc là, il y a vraiment une dénonciation des mauvaises pratiques de l'influence marketing. Bon, là, on n'est plus sur de l'ironie, on est sur du 8e ou du 12e degré. Faut vraiment aller voir la vidéo après l'événement. En gros, elle reçoit son premier partenariat, donc elle reçoit ses premiers produits Merci Andy, et quand elle ouvre le carton, il y a un chèque qui tombe du carton qu'elle essaye de cacher. Donc c'est une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues, et donc ça a été un peu le début de la dénonciation humoristique de ces contenus. Et donc on a voulu faire la même chose sur Instagram. On a fait appel à 3 influenceuses qu'on remercie, Photoche, Mallory Davis et Fanny Fick, qui étaient des influenceuses qui étaient déjà très touchées par la transparence. On les a cherchées justement pour ces raisons-là. Et le but, c'était qu'elles illustrent sur le compte Instagram de la RPP les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques de la déontologie publicitaire, histoire que les influenceurs puissent se référer à des contenus vraiment réels qu'on puisse regarder sur le compte Instagram, et je vous inviterai à le faire. Je vous ai mis quelques exemples, mais juste avant ça, en fait, ce qui est extrêmement la chose à retenir aussi de cette campagne, c'est on dit toujours que dans l'influence marketing, pour que la campagne marche, il faut que les influenceurs adhèrent au produit. Donc là, on se dit, il n'y a pas de produit. En fait, si, le produit, c'est la transparence. Et donc, il fallait que les influenceurs adhèrent à ce point-là. Et je vous le dis, c'est important, je vous le dis pourquoi ? Parce que souvent, dans l'influence marketing, on fait des campagnes qui vont au-delà de la campagne produit. On fait de l'événementiel, on fait des opérations spéciales. Et on pense qu'à regarder si l'influenceur adhère au produit.
Or, il faut à la fois une adhésion au produit, à la marque, mais il faut aussi une adhésion à l'opération, au concept de l'opération. Vous faites une opération sur Wheel of Green pour un produit, il faut l'adhésion à la fois aux valeurs de Wheel of Green et à la fois aux valeurs du produit. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la majorité des opérations sont là-dessus. Donc le produit, c'est pas que le produit qu'on fabrique, c'est aussi l'événement qui est en train de vivre les influenceurs. Donc là, en l'occurrence, c'est la transparence. On a des éléments de la campagne peut-être à Ouais. présenter. Alors, je vous en ai mis que quelques-uns, c'est pareil, il me reste que quelques secondes. Donc sur le compte Instagram de la RPP, vous voyez pour le moment une dizaine de contenus qui illustrent les 12 et les dons. Derrière moi, vous voyez les fausses promesses. Donc on n'a pas le droit, d'une manière générale, en publicité et aussi dans l'influence marketing. Ici aussi, sur la photo d'illustration, vous voyez aussi la fausse promesse. Mais toujours est-il que s'il y a l'utilisation d'un produit, la révélation doit être instantanée. Donc instantané, ça veut dire qu'on n'a pas à dérouler le contenu. Je pense par exemple sur YouTube, vous devez la révélation de la publicité doit apparaître avant de dérouler l'onglet plus de la vidéo. C'est pareil sur Instagram. Et la loyauté des communications commerciales aussi, qui est un principe fondateur. Donc là, c'est ce dont expliquait Mohamed, le fait de bien expliquer qu'il y a un partenariat. Donc vous retrouvez à chaque élément de la déontologie publicitaire sur le compte Instagram de la RPP, vous retrouvez le do, le don't, des explications et puis des vidéos aussi des influenceuses qui ont participé. Tout à fait. Aussi sur notre chaîne YouTube, vous avez des motion design qui expliquent un peu les règles principales qui s'appliquent à la publicité. Ces règles, elles ont été quand même adaptées en 3 réunions, en quelques semaines. Elles sont adaptées à la réalité du marché parce que par les professionnels, et surtout elles sont évolutives, ce qui est tout l'inverse de la loi. Donc on compte sur vous pour faire vivre ces règles et pour adopter des bonnes pratiques et les respecter. Voilà, c'est une version qui est très simplifiée justement pour pouvoir les comprendre extrêmement facilement. Donc rendez-vous sur les différents réseaux et notamment le compte Instagram de la RPP. Merci à tous. Merci à vous.